Xavier Bailly. J'ai lu sur la toile que vous êtes un mousquetaire du patrimoine. Voilà. C'est vrai. Mousquetaire d'Armagnac. Et donc, vous avez été nommé directeur par Philippe Bélaval, donc président du Centre des Monuments nationaux. Vous avez été élu au poste d'administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et du château de Carouge. Voilà. Vous êtes historien de l'art, titulaire d'un master de sociologie, comme guide conférencier national par les ministères chargés de la culture et du tourisme. Vous avez participé directement à la réalisation du spectacle Amiens, la cathédrale en couleurs, pour la communauté de l'agglomération Amiens Métropole, visant à valoriser la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Concernant le Mont-Saint-Michel, vous êtes attaché à ancrer le monument dont vous avez la charge dans un projet respectueux de la VUE, valeur universelle exceptionnelle de biens UNESCO, la diversité des habitants et les enjeux culturels touristiques du site dans son environnement naturel. Vous avez publié des quantités de choses, notamment sur la cathédrale d'Amiens. Donc vous avez une monographie consacrée à la cathédrale. Et puis, je présente également Olivier Wetz, qui est architecte en chef des monuments historiques et qui s'est occupé de Vous avez été diplômé à Versailles. Je suis attaché à Versailles parce que moi-même, j'ai fait Versailles, mais un peu après vous, en 84. Et puis, vous êtes diplômé de l'école de Chaillot en 87. Et puis ensuite, vous avez été nommé architecte en chef des monuments historiques dans des différents départements, dont l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, puis en Mayenne, Ille-et-Vilaine en 2007, et puis ensuite dans l'Aisne en 2015. Et c'est à ce titre que vous vous occupez du château de Coucy, par exemple, la mise en valeur des ruines du château de Coucy, et puis bien sûr de Villers-Cotterêts, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. Et le titre de votre communication, donc, qui se fait à quatre mains, c'est donc les mutations du domaine de Villers-Cotterêts, enjeux patrimoniaux et paysagers. Voilà, la parole est à vous. Merci infiniment pour votre invitation. Olivier Wetz et moi-même allons tenter euh, de nous passer la parole à chaque étape. Il me revient le privilège de résumer en quelques mots l'historique du château de Villers-Cotterêts, qui s'inscrit dans un paysage absolument remarquable, qui est celui de la forêt de Retz, qui, par rapport à d'autres massifs forestiers français, a pour singularité d'être un amphithéâtre forestier qui enserre la commune de Villers-Cotterêts au nord, à l'est et au sud. Le rectangle violet que vous voyez à l'écran étant le petit parc du château de Villers-Cotterêts, par opposition au grand parc matérialisé ici sur un plan dessiné par Sophie Merrier en 2011 et qui nous montre les différents périmètres du parc de chasse de François Ier, puis des ducs d'Orléans. Il se trouve que nous sommes dans une cité qui a marqué de son empreinte un grand écrivain, puisqu'il est né ici à la faveur du château, le château de Villers-Cotterêts étant un château qui fut un château médiéval, puis un château transformé au cours du Moyen-Âge, suivant des contours dont nous aurons le détail à l'issue de la période post-fouille menée par les archéologues de l'INRAP qui nous ont accompagnés pendant toute la durée du chantier, et dont le passé sera donc désormais mieux connu et dont incontestablement le statut a été celui d'une résidence de chasse très fortement marquée par la présence de la forêt et les cervidés, qui ont constitué d'ailleurs des décors de pavement que l'on a retrouvés dans les sols du château au cours des travaux, dont Olivier Wetz vous parlera plus abondamment. Ce château médiéval devient l'enjeu d'un château voulu par François Ier à l'aube des années 1530. Et ce château de Villers-Cotterêts, dont je vous rassure, vous verrez les contours dans quelques instants, ce château de Villers-Cotterêts va rester propriété royale de la Renaissance jusqu'au XVIIe siècle. C'est en effet en 1661 que le château est transmis par apanage avec le Valois auquel il est adossé
par Louis XIV à Monsieur Frère du Roi, dans le cadre donc d'une transmission qui conférera au domaine de Villers-Cotterêts un statut princier jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Alors, je note que c'est pas la présentation que je devais vous montrer, mais ce n'est pas grave. Rassurez-vous, il y a plusieurs présentations qui vous seront faites. Ce château princier est disloqué à la fin de l'Ancien Régime par Philippe Égalité. Il est vidé de son contenu. Tout est vendu dans une grande vente publique. La fiche de la vente indique même que l'on vendra les lames de parquet. C'est autant vous dire que le château est dépouillé totalement de son contenu et il devient bien national. Qu'en faire? Et c'est pour ça que je vous mets ici ce totem en forêt qui nous montre Alexandre Dumas. La première idée sera d'en faire une garnison. Cette garnison n'aura que peu de durée, une durée qui sera limitée à quelques mois à peine, mais durant laquelle un certain général Dumas de la pailletterie viendra avec une garnison de dragons à Villers-Cotterêts. Il épouse une dame de Villers-Cotterêts. Ils auront Alexandre Dumas, leur fils, né à Villers-Cotterêts. Territoire qui est donc particulièrement fécond sur le plan littéraire, puisque nous sommes dans la cité de Dumas, à quelques kilomètres à peine de la cité de Jean Racine, la Ferté-Milon, à quelques kilomètres à peine de Château-Thierry, cité natale de Jean de La Fontaine. Autant dire que nous avons là déjà, en quelque sorte, les germes d'un intérêt littéraire pour Villers-Cotterêts. Cet épisode militaire, une fois passé, c'est en 1804, sous le consulat, que sera décidé de faire à Villers-Cotterêts un dépôt de mendicité qui, comme vous l'imaginez, a pour vertu de détourner des rues de Paris tout ce que ces rues comptent de misère, de pauvreté, de petite délinquance, et l'on réunira ainsi dans le château de Villers-Cotterêts, vide, je vous le rappelle, eh bien, ma foi, un quartier pour les hommes, un quartier pour les femmes. Et ce faisant, il y aura donc une transformation assez profonde du bâti dans ses espaces intérieurs. En 1889, ce château de Villers-Cotterêts se voit transformé une seconde fois, non plus en dépôt de mendicité, mais en maison de retraite du département de la Seine. En 1910, il compte 1850 résidents, soit à peu près 4000 personnes si l'on compte le personnel, soit à peu près, pour l'imaginer, autant de repas, de linge à laver et autres, je dirais, services qu'il faut rendre à l'hébergement d'un grand âge qui est quand même celui de personnes très humbles, toujours venant de Paris. Et cet établissement, après les 2 conflits mondiaux qui n'épargneront pas le département de l'Aisne où nous nous trouvons, se trouvera, lui, bien évidemment, encore maison de retraite de la ville de Paris, puis un EHPAD qui ferme ses portes en 2014. Lorsque la ville de Paris quitte les bâtiments, ils ont déjà évacué le logis royal qui était à l'état de ruine et se sont réfugiés dans quelques bâtiments. Je vous épargne les images que vous verrez dans quelques instants. Je ne me permettrai pas, étant directeur délégué de la Cité internationale de la langue française, de vous dire que je fais du teasing, ni même que je vous spoil les images que vous verrez tout à l'heure. Ce sont des prêtés rendus et je vous incite bien sûr à aller voir ce dont il s'agit dans le parcours permanent dont je vous reparlerai dans les minutes qui viennent. Je reste néanmoins en forêt de Retz pour vous dire que le patrimoine au-delà des contours du château constitue un intérêt majeur et c'est aussi ce dont Olivier Wetz et moi-même parlerons dans les minutes qui viennent, puisque dans cette forêt de Retz, nous pouvons compter à peu près 13 kilomètres de conduite, de réseaux d'aqueducs, de ponts que vous voyez ici, qui sont autant de regards qui ont permis dès le Moyen-Âge et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, et même y compris encore au XIXe siècle, d'assurer un réseau d'eau au château et à la commune du Moyen-Âge jusqu'à quasiment le milieu du XIXe siècle. Et il s'agit en réalité d'aller collecter les pleurs de la forêt. C'est ainsi que les sources nous rappellent l'existence d'un château d'eau naturel constitué dans la
dans le relief qui surplombe le château, avec une semelle d'argile, eh bien, un château d'eau dans les sables de Fontainebleau peuvent être constitués et recueillis. Et ce réseau hydraulique, vous avez vu précédemment le regard Saint-Hubert qui date de la Renaissance, on y retrouve sur une façade restaurée les salamandres de François Ier, mais ce regard fait l'objet d'un travail attentif, protégé au titre des monuments historiques par une inscription et, je l'espère bientôt, par un classement, fait l'objet des travaux d'une association de sauvegarde qui ne ménage pas ses efforts pour ramener l'eau jusqu'au château. J'ai été très bavard, mais juste pour vous montrer que des conduites de la Renaissance, des aqueducs, constituent ce réseau hydraulique absolument passionnant et qui fait l'objet, bien évidemment, des différentes sources de valorisation que nous ne manquons pas de porter avec la Cité internationale de la langue française. Alors, je vais céder la parole à Olivier Wetz. Je recherche juste son... Non, c'est pas celui-là. Pardon, excusez-moi. Bonjour à tous. Bien, je vais juste rapprocher ça va. Donc après l'historique, je vais vous présenter dans un premier temps la restauration en fait du château. Comment ça s'est présenté. Voilà. Donc ça a été rappelé en fait. Le château a une existence donc qui est très longue. Il a été rappelé qu'il y a eu 3 étapes principales, donc un domaine royal, puis princier, puis en effet des institutions pour gens en situation difficile, on va dire ça comme ça. Et la 3e étape est bien évidemment la mise en place du Centre international de la langue française. Ce qui est très important, c'est que cette décision, lorsqu'elle a été prise, a entraîné en fait la question de la restauration, c'est-à-dire de l'état du monument et de la restauration du monument. On est au bout lorsque j'ai pris le document, le département, pardon, en 2015, la question de Villers-Cotterêts, en fait, n'était pas du tout d'actualité. On a un château absolument gigantesque, qui est presque à l'échelle d'une petite ville, qui est en quasi-ruine à ce moment-là, qui n'est pas visitable, et dont tout le monde a conscience, en fait, que les travaux à conduire pour le remettre ne serait-ce qu'un minimum en état et présentable sont très importants. Donc, il était à peu près clair pour tout le monde, je pense, dès l'époque, que sans projet associé à la restauration, cette restauration risquait de s'éterniser. On aurait peu à peu perdu ce qui est quand même le dernier château de François Ier qui soit resté dans cet état-là. Tous les autres étant mis en valeur, visités et restaurés dans des conditions conformes à leur qualité. Voilà. Donc ça, c'était un point très important, c'est qu'on avait une ruine. Bon, voilà, une photo qui ne dit pas tout, puisqu'on avait notamment des parties qui étaient même tôlées, parce que l'eau pénétrait absolument partout. Toutes les ouvertures avaient été en effet obturées de manière à éviter le vandalisme, le fait d'avoir des squats dans ce bâtiment. Donc c'était vraiment assez triste. Et par ailleurs, l'analyse structurelle notamment a montré qu'on avait des problèmes structurels au-delà des problèmes de défaut d'étanchéité très importants, des problèmes au niveau du sol, c'est-à-dire qu'il y avait des parties entières du château qui présentaient des problèmes de fondation, des problèmes structurels au niveau des façades, au niveau des planchers, qui n'étaient de toute manière pas conformes à ce qu'on pouvait souhaiter faire dans ce château, et puis toute l'enveloppe extérieure, l'état des maçonneries, l'état des couvertures, les menuiseries avaient disparu, donc il y avait vraiment un très très gros chantier à prévoir. Donc voilà quelques photos qui vous montrent un peu ce qu'il en est. La photo du centre est l'ultime vestige des décors du 18e qui ont survécu, on ne sait pas pourquoi, et qui ont d'ailleurs été, qui ont fait l'objet de soins particuliers pour les mettre en valeur. Voilà, donc quelques vues du projet. Donc l'idée, on va parler ensuite, on va rester là pour l'instant. Donc le projet, ce qui nous a guidés, c'est qu'il y avait bien sûr une importance symbolique, hein,
dans ce château. C'est en effet, je vous disais, c'est le dernier château non restauré. C'était le projet lui-même de style, enfin, c'était un symbole d'ouverture. C'est-à-dire qu'en effet, comme le disait Xavier Bailly, on est dans si on peut dire, dans un département très littéraire, entre guillemets, avec la naissance d'écrivains de première grandeur. Donc c'était intéressant, en effet, que le château vienne se loger précisément à cet endroit, sachant que par ailleurs, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, comme son nom l'indique, a été signée à cet endroit-là, qui était en effet le document qui imposait l'usage du français pour tous les actes administratifs. Donc il y avait beaucoup de raisons, je dirais, pour considérer que le lieu était en parfaite adéquation avec le projet. Donc il y avait par ailleurs, l'Aisne n'est pas un département très favorisé économiquement, donc il y avait véritablement un enjeu économique pour le département. Donc après, c'est un travail qui va bien au-delà du château lui-même, mais qui va intéresser des actions au niveau départemental, régional et au niveau de la commune, qui bien sûr étaient très intéressés à ce que ce projet aboutisse. Et par ailleurs, ça permettait également en termes d'image de faire rayonner aussi par le château le département. Voilà. Donc pour le projet lui-même, donc vous voyez quelques vues. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les conditions étaient très particulières. Donc c'était en effet une décision présidentielle. On avait un calendrier très contraint. On avait également, donc je l'ai rappelé, des travaux extrêmement importants. Donc c'est un chantier complètement hors norme en termes d'importance, en termes de travaux de restauration et d'aménagement. Et on avait également des conditions assez particulières dans la mesure où, en fait, compte tenu de l'importance du projet, notamment les financements se sont mis en place progressivement, ce qui fait que les travaux d'élaboration et de conception se sont faits par phase. Donc, en sachant qu'il y avait 2 équipes, donc il y avait mon agence pour la partie restauration, structure, aménagement des éléments de fonctionnement les plus importants, comme les ascenseurs, les gaines, etc. Également pour le logement de l'administration, mais qui avait donc l'équipe projectile qui, par ailleurs, était chargée de la muséographie, donc du parcours permanent de la langue française, mais également de la scénographie pour sa mise en forme, sachant que le projet présentait également, mais je pense que ça sera détaillé après, un auditorium, donc qui devait être logé dans le jeu de paume. Donc il y avait beaucoup d'enjeux. Pour le déroulement lui-même, on n'a pas échappé à un certain nombre de problèmes, comme le Covid, par exemple, qui était très compliqué. On a eu également des problèmes en termes de fonctionnement au niveau du planning. On a un OPC qui n'a jamais pu mettre en place définitivement un planning. Donc, c'est un projet aussi considérable, ce n'était pas simple. On a eu également pour nous, dans la mesure où en fait, le projet de muséographie, de scénographie est arrivé après, à adapter, je dirais, rétrospectivement notre propre projet pour l'adapter à des contraintes qui étaient inhérentes au projet lui-même d'aménagement. Et on a eu en effet également un sujet tout à fait particulier, c'est que des fouilles programmées, donc ça a été rappelé, de l'INRAP, se sont déroulées non pas avant le projet, mais pendant le projet. Donc il faut savoir qu'habituellement, quand il y a des projets qui sont lancés, il y a un suivi archéologique, donc c'est quelque chose d'assez léger, si on peut dire, qui consiste à veiller pendant le déroulement des travaux à ce qu'il n'y ait pas de dommages sur les éléments archéologiques. Donc c'est vraiment un suivi. Là, on était dans une démarche totalement différente qui sont des fouilles programmées. C'est-à-dire c'est un véritable programme avec des objectifs clairs qui sont bien sûr liés au projet, mais sur le fond complètement indépendants du projet. Donc, avec toutes les contraintes nécessaires en termes de fouilles, il a fallu que tous les espaces soient balayés. Il y a eu également une analyse du bâti très poussée, donc on n'était pas uniquement sur les ouvrages enterrés, mais on était vraiment sur la totalité du bâtiment. Donc on avait non seulement le suivi à proprement dit, qui permettait, à mesure que les travaux avançaient, de veiller à ce que rien ne soit détruit ou altéré, et un vrai projet en fait scientifique conduit en parallèle. Voilà, donc c'était les conditions étaient quand même assez complexes, mais pas inintéressantes par ailleurs. Donc pour les enjeux eux-mêmes, donc le projet, comme je vous disais, était à l'état de quasi-ruine au départ. Donc on a eu à régler donc des problèmes de confortation structurelle très lourdes, qui avaient été identifiés pendant le diagnostic, mais
qui n'ont pas manqué de nous réserver quelques surprises. Bon, c'était un peu le jeu, d'autant plus que le programme ayant évolué, les ouvrages, si on peut dire, et les locaux techniques souterrains ont pris une importance plus grande que ce qu'on imaginait. Ça veut dire qu'on a, par exemple, on a 2 voire 3 niveaux souterrains sous le bâtiment. Donc vous imaginez ce que ça signifie en termes de reprise en sous-œuvre, de contrôle en effet des travaux. Donc c'était assez lourd. Donc ça, c'était aussi un enjeu très important. C'est-à-dire qu'on a véritablement un projet sous le projet. Donc c'est quelque chose généralement qu'on ne perçoit pas quand on fait des travaux sur monuments historiques, puisqu'on est censé faire en sorte que tous les aménagements techniques soient parfaitement intégrés et de préférence invisibles. Donc ça, c'était un enjeu assez important. Après le projet de restauration lui-même, donc c'est une histoire en effet très longue, on l'a dit, et il y a eu plusieurs étapes. Donc la partie Renaissance, donc le projet initial, malgré toutes les transformations dans ses œuvres vives, a été conservé. Je pense qu'on peut y aller. Voilà, donc ça c'est déjà peut-être montrer en effet les projets. Hop, voilà. Donc ça c'était ce qu'on a dit sur les fouilles notamment. Donc là, on est sur les enjeux patrimoniaux. Voilà. Donc là, vous avez une vue du site tel qu'il est, mais vraiment centré sur les éléments bâtis. Donc, comme le disait Xavier Bailly, on a le petit parc qui s'étend en fait au nord, c'est-à-dire en partie au-delà, en partie haute de cette image. Donc, pour le parti de restauration, on a eu à déterminer en fait, en fonction de ce qui restait, quel parti adopter. Donc, ce projet a été présenté en Commission nationale du patrimoine et de l'architecture en 2018, si je me souviens bien. Et ce qui avait été retenu, c'était en fait un parti non pas unique, avec un état historique unique, mais différents choix. On a d'une part les enveloppes extérieures et d'une part les intérieures. Donc, pour les enveloppes extérieures, donc en effet, toutes les structures, y compris les charpentes, c'est très intéressant, sont du 16e, pas les planchers, mais en tous les cas, les façades et les charpentes. Donc, c'est pas si courant. On a simplement la charpente de l'aile nord qui, elle, est du 18e, a été reprise de manière très importante parce qu'il y a eu des travaux, notamment d'aménagement d'appartements, qui ont été très lourds dans cette partie-là. Et ce château a été en fait complètement relooké. Alors, désolé pour l'anglicisme. Dès le 17e, mais surtout en fait au 18e, et notamment il y a une énorme campagne de travaux qui s'est faite entre 1750 et 1780 en gros. Donc ce projet a consisté à classifier, si on peut dire, les façades côté parc, c'est-à-dire que tous les ornements, tous les jeux de portiques qu'on avait sur les 3 façades sur le parc ont été totalement gommés, n'ont été conservés que les corniches et les cordons d'étage. Donc on a un traitement très uniforme, mais qui rappelle en effet un château classique avec des tours circulaires aux angles, donc une silhouette malgré tout médiévale. Moi, ça m'a rappelé beaucoup, pour ceux qui connaissent, le château d'Arway. C'est-à-dire qu'on a une structure médiévale, mais on a véritablement un vocabulaire classique. Voilà. Ce parti pris... Pardon ? Oui. Donc Pardon ? Ah. Ce parti pris de classicisation, si on peut dire, du bâtiment a été de pair avec le fait d'ouvrir en fait le château sur son parc. C'est-à-dire que initialement, on avait en effet, je vous montrerai un peu plus loin l'évolution chronologique des aménagements paysager, mais en gros, on avait un jardin clos, des jardins clos en fait. Et dès le 17e, on a ouvert en fait le château sur le parc. Et on a créé un certain nombre d'ouvertures, notamment sur la façade nord, qui regarde véritablement vers le parc, avec la création notamment de 9 portes-fenêtres, donc c'était très très largement ouvert. On a créé également 2 perrons au nord et à l'est, de manière à avoir des espaces de communication entre l'intérieur et l'extérieur. L'idée, c'était vraiment que ça soit le plus fluide possible, le tout étant posé sur une terrasse. Et extérieurement, les clôtures en fait du jardin, on peut peut-être, oui. On y reviendra. Les clôtures qui fermaient les jardins, en fait, ont été supprimées. On a créé un axe central et on a créé une composition classique
et qui peut être l'œuvre de Vauban, autour d'un axe en fait qui s'étend sur des kilomètres et qui est l'allée royale. Donc on a une parfaite symétrie qui n'existait pas à l'origine, qui a été créée. Donc c'était vraiment un changement complet en termes de relation entre l'intérieur et l'extérieur. On y reviendra. Donc donc ça, c'était pour la partie parc, si on peut dire, et vue sur le parc. En revanche, assez curieusement, mais c'est peut-être pas inintéressant, la façade côté cour des Offices a gardé son décor Renaissance. De la même manière que les cours, alors les ailes des Offices, on doit les avoir quelque part. On va peut-être passer, on y reviendra après. Voilà. Là, vous avez une vue, non pas côté parc, mais côté cour des Offices. Donc, c'est la cour par laquelle vous pénétrez. Donc, de ce côté-ci, la façade a conservé pour l'essentiel son décor Renaissance. Il y a eu des modifications, notamment au niveau de la partie centrale, que vous voyez, qui est la travée d'entrée, et au niveau des couronnements, où les corniches et les lucarnes ont été modifiées. On a par ailleurs eu des appartements qui ont été créés vers 1780, qui ont justifié également de modifier les 2 travées d'extrémité. Il y en a une qui a gardé son décor et sa composition 18e. Celle qui est de l'autre côté, à l'est, s'est vue en fait restituer son décor plus ou moins 16e. Voilà. Donc vous avez là un ensemble qui est assez proche, certainement, de ce qu'on pouvait percevoir à l'origine quand on entrait dans le château 16e. Si ce n'est que les 2 ailes étaient parfaitement symétriques, donc le bâtiment que vous voyez sur la droite au fond, qui est le séchoir, qui a été construit dans les années 1840, n'existait pas bien sûr, mais a remplacé en fait une partie de l'aile nord, la partie nord de l'aile est, pardon, qui s'est effondrée, je crois, en 1708, quelque chose comme ça. En tout cas, dans la première décennie du 19e. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment une dichotomie entre ce qu'on voit quand on arrive et ce qu'on découvre en sortant du château. Voilà. Donc ça, je pense que c'était un parti tout à fait conscient. Il y avait peut-être une certaine volonté de s'inscrire dans une continuité. C'était une pratique qui était assez courante dans les châteaux, c'est-à-dire qu'on souhaitait, comment dire, garder la trace de l'ancienneté du château, donc bien souvent de la lignée en réalité. Voilà. Donc pour les espaces intérieurs, donc on va peut-être retourner vers le... Oui, on va retourner, voilà. Oui, très bien. Donc pour les espaces intérieurs, le problème était tout à fait différent. On avait en fait 2 cas de figure. On avait donc les 3 ailes est, nord et ouest qui ont été en effet complètement nettoyées de tout décor et qui paradoxalement, une fois que les aménagements 18e ont été supprimés, ont permis de retrouver en fait les volumes 16e, donc dans leur dimension, mais bien évidemment sans décor. L'aile sud, elle, qui est celle qui est l'aile d'entrée, en fait, qui est celle que l'on découvre, elle a gardé pratiquement intégralement son décor sculpté. Donc c'était très intéressant. Donc ça concerne la chapelle royale, donc que vous voyez ici, pour lequel la voûte a été restituée, en sachant que la charpente du 16e était encore conservée, mais que tout le décor et tout l'intrado avait disparu. Donc, ce qui a été retenu, c'est de restituer le volume pour retrouver les proportions entre les élévations et la voûte, mais de traiter ça avec un décor le plus neutre possible, parce qu'on n'avait pas suffisamment d'éléments pour en fait restituer ce qui pouvait être le décor de cette chapelle, en sachant qu'elle-même a été assez modifiée, puisque c'est une chapelle lambrissée à l'origine, et qu'on n'a aucune trace de ça, qui a été après traitée complètement différemment, notamment à la suite d'un probable incendie dans les années 1780, qui a fait s'effondrer le lanterneau sur la voûte. Donc, ce lanterneau n'a pas été restitué dans le projet, ça n'a même pas été abordé parce qu'on n'avait pas assez d'éléments. En revanche, on voit très bien les traces des parties qui ont été complétées pour refermer
cet ouvrage dans la charpente. Donc là, le projet était d'être au plus près de ce qu'il y avait en fait. Je pense que là, vous avez quelques vues avec les escaliers notamment. On a 2 très beaux escaliers. Donc on a l'escalier du roi qui est vraiment l'escalier d'accès, l'escalier d'honneur, qui doit être quelque part, heu, peut-être avant. Il est après? Voilà. Donc vous avez en effet 2 escaliers absolument splendides qui sont aux 2 extrémités. Donc vous avez l'escalier d'honneur donc qui conduit en fait aux appartements du roi, qui est la vue de droite. Donc c'est vraiment la séquence d'honneur, c'est-à-dire que quand vous arriviez, vous passiez par là. Vous arriviez en effet, dans l'antichambre, la salle des gardes. Au fond de la salle des gardes, il y avait vraisemblablement l'estrade, puisqu'on a retrouvé une différence de niveau entre l'entrée de la salle et la sortie vers l'appartement privé du roi. Et vous aviez par ailleurs, à l'autre bout, l'escalier dit de la reine, qui permettait également donc de distribuer cette fois-ci l'aile est de manière relativement indépendante. Entre les deux, la chapelle en fait faisait la liaison et il n'y avait pas de circulation. Donc ce qui a été créé au XVIIIe, c'est un élément de circulation. On le verra peut-être sur les plans, peut-être en remontant. Voilà, c'est plus ou moins clair. L'aile sud et l'aile qui est en bas. Donc la chapelle, c'est la travée d'une certaine importance qui donne sur la cour des communs. Et la travée très étroite, en fait, c'est une circulation qui a été créée au XVIIIe. Parce qu'avant, on avait un système assez particulier qui faisait qu'on avait 2 entrées biaises qui nécessitaient, pour communiquer de l'aile du roi avec l'aile de la reine, de passer par la chapelle elle-même, donc ce qui était relativement peu commode. Voilà. Donc on a quelques traces, et notamment dans la partie ouest, du décor de plafond sculpté, qui était plus ou moins obturé, mais qui est quand même partiellement conservé. Voilà. Pour les 3 autres ailes, donc là, il n'y avait absolument plus rien, si ce n'est les lambris qu'on vous a montrés tout à l'heure et que vous verrez après. Donc c'est 2 petits éléments, c'est juste 2 habillages de lambris rocaille sur 2 ouvertures libres qu'on voit en haut et à gauche. Donc le parti qui a été pris, il a été très différent. L'aile sud, donc restauration des éléments 16e. Les 3 autres ailes, l'idée était d'avoir un traitement plutôt contemporain et neutre, avec quelques rappels de ce qu'avaient pu être les éléments 18e dans les teintes et dans les dessins des menuiseries, mais plutôt résolument contemporain, de manière à avoir un écrin relativement neutre pour accueillir en fait le projet de parcours permanent. Donc ça a été le parti. Donc 3 parties, les enveloppes extérieures plutôt 18e et 16e, les aménagements intérieurs, l'aile sud 16e, tout le reste contemporain. Voilà. Un point très important également, c'est que l'étude de faisabilité a montré que le monument et l'équipement ne pouvaient fonctionner que si on avait un espace central qui distribue en fait toutes les fonctions. C'est-à-dire qu'on a beaucoup en fait de fonctions. Peut-être, je ne sais pas si vous détaillerez ça. Pas beaucoup de temps. Donc en gros, au rez-de-chaussée, vous avez le parcours permanent, vous avez la billetterie, vous avez les salles pédagogiques, vous avez le café, vous avez la librairie, vous avez des accès aux ateliers. Donc tout ça nécessite d'avoir des accès indépendants. Donc le parti qui a été retenu, c'est de traiter en fait la cour, qui était une cour ouverte au départ, comme un atrium fermé par une verrière. Donc avec la suppression du plancher d'entresol de la galerie, de la chapelle, pardon, c'était le 2e point très important qu'il a fallu faire valider lors de la passage en commission. Voilà. Donc là, on a à peu près dit tout ce qu'on pouvait dire sur le sujet. On pourrait toujours en dire plus, bien évidemment. On va peut-être passer à la suite. C'est l'objet. Donc, si je reprends l'historique de tout à l'heure, 2018, le président de la République, à l'occasion d'un discours qu'il prononce à l'Institut, déclare que le château de Villers-Cotterêts sera sauvé et qu'il y sera fait création d'un laboratoire dédié à la langue française. Ce dont Olivier Wetz vient de vous décrire les enjeux de la restauration sur ceux de la distinction faite entre le logis royal que vous avez vu organisé autour d'une cour intérieure dite cour du jeu de paume, aujourd'hui protégée par la verrière et sous laquelle est tendu un ciel lexical créé par l'atelier projectile,
Et dans ce logis royal, d'y réunir les composantes que Olivier de Wetz vient de définir. Au rez-de-chaussée, les structures d'accueil, le café, la librairie, et bien sûr, dans les étages, les autres fonctions qui avaient été demandées au Centre des Monuments Nationaux lorsque celui-ci s'est vu confier en gestion le château de Villers-Cotterêts. Le château de Villers-Cotterêts était donc en quelque sorte à ce moment-là le quadrilatère montré par le plan d'Olivier Wetz tout à l'heure, grande cour de service non encore affectée à des fonctions nouvelles, et le logis royal dans lequel devait siéger la partie la plus visible de la Cité internationale de la langue française, à savoir un parcours permanent. Rien que le parcours permanent nécessiterait une présentation très détaillée dans la présentation de laquelle je ne pourrais hélas pas rentrer, mais qui, écrit par un commissariat scientifique présidé par Xavier Nort, ancien délégué général à la langue française et aux langues de France, et composé de Barbara Cassin, philosophe, philologue et membre de l'Académie française, s'est vu également accompagné par Hassan Kassi Kouyaté, directeur du Festival des Francophonies en Limousin, et enfin Zève Bourrarier, conservateur général du patrimoine et ancien directeur scientifique du MUSEM. À 8 mains, ils composèrent le parcours permanent dédié à l'aventure du français qui se décline en 3 chapitres. Premier chapitre, la langue française est une langue monde. Deuxième chapitre, la langue française est une invention continue. Troisième chapitre, c'est une affaire d'État. Je vous invite bien sûr à aller découvrir ce parcours permanent et d'y prévoir quelques heures afin que vous puissiez vous plonger dans les quelques 60 dispositifs numériques d'immersion qui nous permettent de rendre aujourd'hui assez ludique cette aventure dans la langue française. Au-delà des résidences d'artistes, au-delà des espaces partagés, puisque le laboratoire voulu par le président de la République est conforté à l'occasion du dernier sommet international de la francophonie qui s'est réuni à Villers-Cotterêts en octobre dernier et qui a réuni à peu près 100 chefs d'État et de gouvernement représentant le monde francophone, a voulu que le Villers-Cotterêts soit aussi le siège d'un collège international et abrite les locaux de Altedic, une structure européenne dédiée aux technologies des langues autour des actions que sont la création artistique autour de la langue française, la diffusion artistique avec un auditorium qui est réuni dans l'ancienne aile du jeu de paume des Ducs d'Orléans et qui trouvent donc leurs différentes places dans cet ensemble. Je vais juste essayer de retrouver ma présentation, si vous me le permettez, Olivier. Le temps, si tu... Hop. Nous n'avons hélas pas eu le temps de préparer un support commun et nous vous prions de nous en excuser. Mais cet ensemble est donc aujourd'hui dichotomique. Vous avez le logis royal à votre droite, la ville à votre gauche, au sud. Tout est parfaitement orienté. La ville étant en quelque sorte le point d'entrée des publics qui traversent de part en part la cité, qui se veut perméable aux circulations et qui se veut perméable, bien sûr, à cette déambulation nature, forêt, nature, parc, cité internationale de la langue française et ville. Nous avons donc aujourd'hui la Cité internationale qui siège dans le logis royal et l'aile du jeu de paume. Je disais, l'aile du jeu de paume étant l'auditorium de 250 places qui permet aujourd'hui d'organiser toute la programmation artistique de la Cité autour de toutes les esthétiques revendiquées par la langue française qui vont des lectures au théâtre, à la chanson française, à l'humour. Je vous épargne un catalogue, hélas, très long, mais qui s'inscrit aussi dans des relations internationales, puisqu'au-delà de la dizaine d'ateliers d'artistes que nous avons aussi un auditorium, et toutes ces composantes sont réunies dans le logis royal. Donc ce logis royal regarde le parc et s'inscrit donc dans la dimension contemporaine évoquée par Olivier Wetz avec ce parcours permanent. Vous avez ici voilà, les mots voyageurs, c'est-à-dire ceux qui sont venus s'agréger à une langue française avec un voyage des mots que la scénographie voulue par Projectile a permis d'écrire avec à peu près 80
contributeurs scientifiques, historiens, linguistes sont venus détailler le scénario écrit par le commissariat que j'ai présenté précédemment. Le tout autour de cette cour du jeu de paume qui est bien le point de convergence de nos publics, étant entendu que la cour des offices qui précède ce logis royal est aujourd'hui encore en attente de développement économique qui, nous l'espérons, ne devrait pas tarder. Le tout s'inscrit dans un parc qui se veut aussi un enjeu. Alors, il a été reconnu au titre d'un décret en 2021 domaine national, rassemblant 2 composantes qui avaient été scindées à la Révolution française, le périmètre du château lui-même et de ses bâtiments qui avaient été ceinturés de murs dans la dimension quasi carcérale du dépôt de mendicité, et le parc qui avait été considéré comme ayant une dimension forestière, confié donc à l'administration des forêts, ayant fait l'objet donc d'une gestion par l'Office national des forêts jusqu'en 2023 et restitué au Centre des monuments nationaux pour que nous puissions agir sur la totalité du domaine, sachant que ce domaine est bien l'articulation entre la ville et la forêt. Il y a donc un enjeu autour du parc. Cet enjeu peut être artistique, culturel. Voici une œuvre de Joël Andrea nommée Arizoa qui a été positionnée pendant le chantier, alors même que la Cité internationale de la langue française n'était que préfigurée, puisque je vous rappelle qu'elle a été inaugurée par le président de la République en novembre 2023 et que depuis son ouverture, nous y avons accueilli un peu plus de 350 000 visiteurs dans les différentes composantes des publics, parmi lesquels, bien sûr, les plus jeunes, les plus éloignés, les publics empêchés, mais aussi ceux qu'il nous faut aussi capter autour de la lutte contre l'illettrisme, de l'illectronisme, voire même les publics relevant du champ social. Tout cela relié à l'allée royale et au parc, je précise, avant de rendre la parole à Olivier Wetz, que ce domaine est donc un domaine de 53 hectares ceinturés de haies et de murs, pour lesquels nous n'avons à ce jour pas de budget dédié pour une restauration patrimoniale. Je rappelle que nous n'en avons la gestion que depuis un peu plus d'1 an, mais que nous avons des ambitions autour d'un certain nombre de sujets. Nous avons recruté un responsable parc et jardin. Nous avons engagé avec lui et les collectivités territoriales un certain nombre de projets. Pensez que lorsque le président de la République confie au Centre des monuments nationaux ce projet, le préfet de département se voit confier le pilotage d'un certain nombre de groupes de travail autour du transport, autour de la signalisation routière, autour du dialogue avec les associations locales, autour du dialogue avec les collectivités territoriales, la communauté de communes, la région, le département, et qu'un certain nombre de projets doivent voir le jour dans les années qui viennent. Une véloroute traversant le parc, la route d'Artagnan, itinéraire équestre, qui passe également par le parc, et un certain nombre de composantes dans le détail desquelles je reviendrai peut-être dans les minutes qui viennent. Si vous nous accordez encore un petit peu de temps, je rends la parole à Olivier Wetz. Oui. On retourne à votre présentation. Et je vous rends le micro. Voilà. Donc, en effet, Pardon. Oui. Donc, en effet, le projet du Centre international de la langue française donc, est arrivé à son terme, mais concernant le domaine, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, ce qui a été rappelé en effet par Xavier Bailly, c'est que concernant la partie sud, en fait, du domaine, c'est-à-dire la cour de commun, les ailes des communs, le séchoir et les cuisines, on a eu en effet une extension à un moment du projet. C'est ce que j'ai expliqué, ça s'est fait par phase. Et on nous a confié en fait la restauration des enveloppes extérieures, c'est-à-dire façade et toiture, en sachant que tant qu'il n'y a pas d'affectataire, même si peut-être ça ne saurait tarder,
on ne pouvait pas traiter les intérieurs, notamment les problèmes structurels de plancher, de surcharge, etc. Donc pour l'instant, on a un ensemble qui extérieurement est complètement traité, mais intérieurement, toutes les parties des communs restent en effet à affecter, à traiter. Voilà. Pour les espaces extérieurs, en effet, pour l'instant, dans cette partie-là, ça s'est fait un peu à minima parce que le choix et les besoins des affectataires font qu'il y aura peut-être des demandes spécifiques en termes d'utilisation. Le dessin de la cour, pour l'instant, qui a été retenu, c'est en fait le tracé qui existe depuis le 18e et qui, malgré tous les changements d'affectataires, n'a pas changé. C'est-à-dire 6 parterres, en fait, qui ont été plus ou moins traités, aménagés, mais qui sont restés dans leur tracé identique. Donc, pour les enjeux strictement patrimoniaux, donc, on devrait en effet on a un projet d'hôtellerie dans les communs qui aura des demandes spécifiques, notamment des questions de parking, qui est un sujet très important, mais également pour le centre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet, dans la mesure où il y aurait l'intervention d'un opérateur tiers, a été entre guillemets bordé parce qu'on m'avait demandé à l'époque de préparer un cahier des charges patrimoniales. C'est-à-dire que toutes les pièces en fait, intérieures des communs ont été étudiées donc dans leur état sanitaire, dans leurs composants, et on a affecté à chacune d'entre elles une valeur patrimoniale qui allait de la conserver à aucune prescription particulière. Donc c'est censé être un cadre permettant de guider en fait les aménagements intérieurs. Donc ça, c'est un point très important. Et puis bien évidemment, la gestion des espaces extérieurs, mais ça sera plus à voir avec bien évidemment le Centre des monuments nationaux, c'est comment va s'organiser la gestion des espaces qui vont être des espaces partagés. Voilà. Après, pour les enjeux paysagers, donc là, on retrouve la vue donc de la cour des communs, une vue donc sur le séchoir dont on parlait. Au fond, vous avez le jeu de paume dans lequel est installé l'auditorium. Et donc, l'aile sud, c'est l'aile où il y a la chapelle royale et les 2 escaliers. Là, vous avez une vue sur un bâtiment extrêmement intéressant de l'extrême fin du 19e, qui est le bâtiment des cuisines. Donc, c'est un beau bâtiment d'architecture rationaliste avec briques et pierres, enfin très très intéressant. Ça, c'est la cour en fait des femmes. Donc, cette cour en fait est délimitée par le mur que vous voyez avec les arcatures, qui est un mur d'enfermement. C'est-à-dire que une des grandes différences entre la gestion des espaces extérieurs avant et après la Révolution, c'est que dans un cas, on avait en effet un bâtiment complètement ouvert sur l'extérieur et il a été nécessaire pour gérer ce dépôt de mendicité, enfin nécessaire, en tout cas jugé nécessaire, de créer un mur d'enfermement et de réduire drastiquement le périmètre. C'est-à-dire qu'on a emprisonné au plus près les bâtiments existants qui accueillaient les résidents par un mur périphérique qui en fait génère toute une série d'espaces qui sont assez peu intéressants en eux-mêmes. Bon, la cour des femmes est plutôt intéressante, la cour des offices avait gardé sa géométrie, donc elle est assez remarquable et d'une dimension tout à fait considérable. Mais il y a toute une série d'espaces un peu résiduels qui sont quand même pas extrêmement intéressants. Alors, pour ce faire, ceci dit, ce problème de ce mur, qui est une sorte de mur de prison, assez vite, je pense, a été gênant même pour les gestionnaires. C'est-à-dire qu'on a créé dès le 19e une ouverture partielle sur le parc en remplaçant le mur par une grille. Dans le projet, on a augmenté le linéaire pour ouvrir encore un peu plus, comme vous pouvez le voir, le bâtiment sur le parc, mais globalement, cette disposition est encore en place. Donc voilà une vue, mais qui vous a déjà été présentée de l'allée royale, le monument aux morts, qui sera un sujet également, puisqu'en fait, il est implanté sur le domaine lui-même,
et il entame une partie de ce qui était le Grand Bosquet. Donc pour les enjeux, donc on a pour l'instant un parc qui a gardé dans ses grandes lignes ses dispositions, ses divisions principales, mais toutes les divisions secondaires, tous les parterres, tout a disparu. Voilà. Et par ailleurs, la partie sud est une partie compliquée. Voilà, ça c'est l'évolution en effet du parc. Donc vous avez en bas à gauche, donc vous avez le domaine tel qu'il était au XVIe siècle sur la vue d'Androuet du Cerceau. Donc vous voyez le château et une succession de jardins clos également par un mur. Voilà. Donc au XVIIe, vous avez l'ouverture du château sur son parc avec la suppression justement de tous ces jardins clos et la création d'un grand axe longitudinal autour duquel tout s'organise suivant une symétrie centrale. Voilà. Après, sur cette base-là qui a été mise en place dès la seconde partie du XVIIe, on a eu toute une série de déclinaisons plus ou moins riches, entre guillemets, avec des jeux sur les parterres, sur les boulingrins, sur les divisions secondaires, qui ont changé vraiment, là, pour le coup, au cours des âges. Avec une difficulté importante, c'est que dès le XVIe, en fait, avait été mis en place une figure tout à fait classique des jardins qui est une patte d'oie. Le problème, c'est que cette patte d'oie, une fois l'aménagement et la 17e, elle n'avait plus sa raison d'être puisqu'en fait les axes ne coïncidaient pas. Et il y a eu toute une série d'essais pour faire fonctionner à la fois le grand volume du fer cheval et cette patte d'oie, ce qui n'est pas parfaitement réussi. Voilà. Donc oui, je pense qu'on peut y aller. Donc ça, c'est la vue. On peut peut-être juste retourner une seconde, pardon. Voilà. Un point important pour l'aménagement futur, c'est que on a la partie nord du château, le petit parc, qui est parfaitement ceinturé par son mur d'enceinte, qui est un mur d'enceinte qui existe depuis, en gros, depuis le XVIe, en fait. On a encore des échauguettes dans les angles du mur nord. Donc ça, c'est parfaitement clair. Par ailleurs, c'est vraiment une partie forestière. Donc ça a été géré jusqu'il y a peu par l'ONF. Ça ne posait pas de problème particulier. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que la chapelle de Philibert Delorme, qui avait été construite dans ce parc, près de l'allée royale, a été rasée, et qu'il n'en reste rien. Donc il y aura peut-être des fouilles à organiser tout à fait ponctuellement, mais en tout cas, pour le reste, c'est quelque chose qui relève plus de la gestion forestière. Pardon. La partie sud est beaucoup plus compliquée, c'est-à-dire qu'il y a une imbrication importante entre le château et la ville et le tissu urbain. Et en fait, cette imbrication est un peu chaotique dans ses limites et à cause des nécessités qu'il y a de fonctionnement, c'est-à-dire des liaisons qui doivent exister entre la partie qui est au sud du château et un certain nombre de lotissements et de si on peut dire, d'urbanisation qui s'est fait notamment au nord-est. Il y a des liaisons qui se sont mises en place quasiment naturellement, qui sont un élément important du fonctionnement même de la ville dans cette partie-là, et qui était un des enjeux. C'est-à-dire que l'équipement ne devait pas devenir une sorte d'enclave, une sorte de fermée sur elle-même, qui aurait interrompu ces liaisons et ces passages qui existent. Le résultat, ceci dit, architecturalement et d'un point de vue traitement paysager, c'est qu'on a un système et des limites très poreuses, c'est-à-dire on passe partout, les limites ne sont pas claires, et en fait, on ne sait pas quand on est encore dans le domaine et quand on est déjà passé dans la ville. Donc, il y a un vrai problème de délimitation et de matérialisation de ces limites qui doivent être compatibles avec le fonctionnement actuel, mais qui va être un des sujets pour la suite. Voilà. Donc, parce qu'en effet, pour les enjeux à venir, on a donc l'utilisation intérieure des communs, on en a parlé, donc c'est en cours de formalisation, mais la suite portera essentiellement sur les espaces extérieurs. Donc, ces espaces extérieurs, si on retourne au plan général, voilà. Donc là, vous avez un plan, en fait, qui est tiré du diagnostic qui avait été fait au début pour préciser les grandes orientations, en fait, du projet. Donc, on voit que on a les éléments qu'on retrouvait dès le XVIIe, c'est-à-dire
le traitement du fer à cheval que l'on a au centre, qui regarde le château, c'est le grand espace. Donc vous avez un rondeau au centre, vous avez 2 boulingrins dont on a gardé les traces, et on a des espaces de part et d'autre qui ont été relativement bien conservés, un peu moins à l'est. Vous avez une allée d'honneur qui passait à l'origine sur le château, qui se développait à l'est et à l'ouest. Alors cette allée d'honneur est placée perpendiculairement au château et pas dans l'axe, pour une bonne raison, c'est qu'on voit que le tissu urbain, en fait, touche le château. Donc il n'y avait pas de possibilité de développer, comme ça se fait classiquement, une allée d'honneur dans l'axe. Donc ils l'ont fait perpendiculairement, voilà, au 18e. Et vous voyez également la grande terrasse dont une partie des vestiges a été retrouvée lors des fouilles de l'INRAP et qui, pour l'instant, ne serait par exemple pas restituable avec le mur d'enfermement actuel. Et de part et d'autre du château, du logis, vous avez ce qu'on appelle le petit et le grand bosquet, qui sont les espaces qui étaient traditionnellement les plus sophistiqués, les plus travaillés, comme cela est d'usage en général pour les parties végétales qui sont à proximité immédiate du château. Donc, ce qui a été proposé sur ce schéma, c'est une vision idéale de ce qui serait souhaitable de faire si on pouvait véritablement traiter en totalité le château, c'est-à-dire sur le fond restituer le lien tout à fait direct entre le château et son parc. Voilà. Donc ça se heurte à un certain nombre, je ne sais plus ce qu'on a après, bon, c'est une image. Donc ça va être, je pense, un des enjeux, c'est-à-dire de savoir jusqu'où on va pouvoir pousser le projet. En sachant que, bon, c'est un projet, je pense, à moyen terme pour le moins, mais il y a des enjeux immédiats qui seront à régler, c'est-à-dire des problèmes de parking. Donc il y a une demande, il y a une nécessité pour le Centre international de la langue française. C'était une question pour la ville, bien évidemment, et ça sera une question pour le futur utilisateur et opérateur pour l'hôtel. Voilà. Donc ça, c'est des sujets immédiats. Ce sujet-là est particulièrement, à mon avis, délicat et doit être quand même tranché, je pense, assez rapidement, parce qu'en fait, le problème, c'est que, comme on le voyait précédemment, ça doit être ça. La partie en bas à droite, c'est le grand bosquet qui est proposé de restituer. Ce grand bosquet, le monument aux morts que vous avez vu tout à l'heure, occupe et borde la limite sud, c'est-à-dire la place Aristide Briand. Donc, lui, il existe, on devra le conserver, bien évidemment. On ne l'a pas fait figurer là, mais la réalité, c'est qu'il ne sera pas déplacé. Et le problème, c'est que cet espace-là a toutes sortes d'usages. Les utilisateurs n'ont pas conscience que ça appartient au domaine. Les forains s'y installent une fois par an et font des dégâts importants. Ça sert de parking. Pour l'instant, il est assez délaissé. Donc, en fait, il n'a aucune qualité paysagère et patrimoniale. Donc, et il attise un certain nombre de convoitises. C'est-à-dire que tout le monde se dit, enfin, tout le monde, j'exagère, mais certaines personnes se disent que ça serait un endroit idéal pour installer un parking, ce qui me paraît, moi, une très mauvaise idée. En bas à droite, la croix, vous avez... Ah oui, pardon, oui. Ici, en bas à gauche. Droite, gauche. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Alors, la difficulté, bien évidemment, c'est que je pense que c'est une décision qui faudra être prise assez rapidement. Voilà, donc ça c'est un des enjeux, je pense, à court terme pour lequel il faudra trouver une solution. Et là, ça sera plus en effet au CMN de se positionner sur ce point. Alors par ailleurs, ce qui a été admis en revanche, et ça a été évoqué par Xavier Bailly, c'est que le véloroute qui va de la Ferté-Milon au nord, à Pierrefonds, passe et traverse, en tout cas longe la limite est
du domaine. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui est porté par la communauté de communes, qui a priori ne ménage l'avenir, c'est-à-dire que ça n'aura pas d'incidence sur l'organisation future du domaine, mais c'est déjà une préemption, si on peut dire, d'une partie de ce qui était le Grand Bosquet pour un usage autre. Voilà. Donc je pense que un des enjeux, c'est donc de préciser assez vite quelle est l'organisation générale, en particulier du Grand Bosquet, et il faudra se poser vraiment la question des limites. C'est-à-dire que pour l'instant, même en termes de sécurité, le château, par l'existence du mur d'enfermement, en fait, peut gérer relativement simplement, enfin, peut-être que j'exagère, mais peut gérer en tous les cas les entrées, les sorties, les flux qui se font à travers le château. Si on supprime ce mur à terme, on pourra en effet restituer la grande terrasse, mais se posera à ce moment-là la question de la gestion des flux et du contrôle, et de leur contrôle. Et donc, non seulement il faudra matérialiser clairement les limites pour que le domaine recommence à exister vraiment côté ville, mais en plus, il faudrait aussi avoir des systèmes d'ouverture, de fermeture pour gérer ça. Donc ça, c'est également un vrai sujet. Voilà. Donc on a pas mal de pain sur la planche, je pense. Je vais vous repasser le... Comme vient de le dire Olivier Wetz, nous sommes en pleine évolution d'un projet qui a commencé avec la création de la Cité internationale de la langue française et dont les enjeux paysagers et les enjeux de développement dans ses contours vont se concentrer sur les bâtiments de la Cour des Offices, d'une part, avec le développement économique, nous l'espérons, dans les mois qui viennent, et d'autre part, dans les enjeux paysagers autour du parc, donc les espaces intérieurs dans le quadrilatère des murs présenté par Olivier Wetz, le petit parc et ses 53 hectares, donc pour lequel nous envisageons la mise en place d'un plan de gestion et bien sûr des labellisations. Elles ont commencé dans le cadre de la labellisation forêt d'exception que nous avons obtenue en 2023 dans le cadre d'un partenariat qui n'avait jamais eu lieu jusqu'alors entre la communauté de communes Retz-en-Valois, l'Office national des forêts et le Centre des monuments nationaux. Labellisation qui a abouti à l'identification d'arbres remarquables à la fois dans la forêt, mais également dans le petit parc. Nous envisageons une labellisation arbres remarquables avec l'association Arbres pour la quinzaine de pins laricio qui sont les arbres remarquables du parc. Nous envisageons bien sûr d'autres labellisations, j'ai évoqué Éco-Jardin bien sûr, mais nous travaillons aussi dans les développements culturels de la Cité internationale de la langue française à l'échelle locale, nationale et internationale. J'en veux pour preuve l'inauguration samedi dernier de l'arboretum de la francophonie avec la plantation de 3 cèdres du Liban en présence d'une délégation libanaise qui a pris, si je puis dire, racine dans la forêt de Retz aux portes du domaine de la Cité internationale de la langue française et en partenariat avec elle. Autant dire qu'il y a énormément de sujets et d'enjeux et que dans cette présentation qui peut-être vous a paru dichotomique comme l'est le château de Villers-Cotterêts, nous avons et nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Présentation tout à fait claire. Donc je me représente, donc Laurence Vidal, donc du master. Je m'interroge sur le parking. Est-ce qu'avec le comité de pilotage que vous avez avec donc l'État, les collectivités, est-ce qu'il y a un plan plutôt un plan de déplacement en commun ou de navette pour déporter le parking plus dans la ville, hein? Voilà, c'est un vrai sujet, je crois. Alors effectivement, pour ma part, je prends mes fonctions à Villers-Cotterêts en 2019 et je quitte le Mont-Saint-Michel, comme l'a dit Jean-François Cabestan, pour prendre mes fonctions et incarner le projet et assurer la préfiguration
de la Cité internationale de la langue française. Donc la question des navettes, hein, si vous voyez ce que je veux dire, m'était plutôt connue. De sorte que dans le cadre du groupe de travail piloté par le préfet de département, il était un groupe de travail circulation douce, transport et stationnement. Et je dois vous avouer que nous avons débattu pendant près de 3 ans sans trouver la solution, étant entendu que Villers-Cotterêts est une petite ville, 11 000 habitants, que son maire était, quand bien même était-il favorable au projet, ne le bloquant en aucune manière, facilitant le fonctionnement d'un chantier, on peut le dire, Olivier, gigantesque, dans une toute petite ville absolument pas adaptée au transport, aux norias de camions et tout ce que vous pouvez imaginer. Pour autant, il n'a pas trouvé de solution. Il a été évoqué la fête foraine. Il n'y a toujours pas de solution pour une fête foraine qui a toujours lieu sur le domaine. La solution a tenté d'être présentée dans le quadrilatère qui est ici à l'ouest du domaine, c'est-à-dire en d'autres termes, quand le transfert domanial de l'ONF et de ses ministères de tutelle vers le Centre des Monuments Nationaux, ministère de tutelle, ministère de la Culture, nous avions enfin la possibilité d'envisager, soit dans un espace du domaine qui aurait pu être ce que l'on appelle l'amphithéâtre ici, ou comme l'a évoqué Olivier, avec du stationnement sauvage qui finalement dure dans le temps dans le Grand Bosquet, d'aménager un parking ici ou là. Le débat n'est pas tranché pour différentes raisons. La première, c'est que nous avons des réticences d'associations locales qui, à juste titre, nous disent c'est un domaine reconnu au titre des domaines nationaux et protégé comme tel dans le cadre de la loi LCAP. Qu'iriez-vous aménager comme parking dans ce cas? D'autre part, pourquoi le faire ici? Pourquoi pas le faire là? Et des usages locaux, comme l'a souligné Olivier, des usages locaux qui se disent mais c'est tellement plus facile de se garer dans le Grand Bosquet, voilà, qui est réduit à un espace de chaos avec un couvert boisé vieillissant et très fragilisé sur lequel nous sommes, de toute évidence, très inquiets. Pas de solution à ce jour. Des débats, et nous n'en finissons pas de débattre, mais pas encore de solution déterminée et tranchée. Marie Lavandier, présidente du Centre des Monuments Nationaux, un jour ou l'autre devra se pencher, elle le fait, hein, sur cette question en prenant une décision. Simplement, en aparté, le projet de parking donc, qui avait été présenté, qui devait être réversible, paysager, avec un minimum, a été l'occasion de réfléchir justement pour une première fois sur le traitement des limites. Et actuellement, on n'a absolument pas de fermeture ni de traitement de l'entrée ouest par lequel aurait dû se faire le parking. Donc, on avait commencé à réfléchir et ça, par exemple, c'était une première esquisse. Ajouter à cela que ce projet de sauvetage du château de Villers-Cotterêts et de création de site international de la langue française a pesé sur les finances exclusives de l'État, le ministère de la Culture, sur plus de 220 millions d'euros, et qu'à ce jour, tout n'est pas fini, d'où le projet d'aménagement intérieur des offices, des anciennes cuisines et de l'ancien séchoir par un projet économique qui apporterait l'investissement et l'exploitation d'un projet hôtelier. Donc, à ce jour, non plus pas vraiment de financement d'un parking, d'autant plus que nous apurons actuellement les comptes d'un nombre vertigineux de marchés que nous sommes en train de boucler. Avec ce plan, là, vous n'avez pas de cure d'enceinte existant.
c'est la grande terrasse, c'est les traits un peu plus épais, ça. Oui, pardon. Oui, ça n'est pas le mur d'enfermement, il est différent de ça, en fait. Ça serait la restitution de la grande terrasse si on libérait complètement. Et les traits qui vous paraissent un peu plus épais, c'est simplement la représentation d'emmarchement. Très bien, merci pour la précision. Et concernant le parking, vous avez et la séquence d'entrée du visiteur qui va découvrir le château, il y a une sorte de retournement. Actuellement, on rentre par la cour d'honneur côté Villers-Cotterêts. Si on déplace les parkings côté parc, dans l'expérience visiteur et la manière dont on parcourt le site, moi, j'imagine que ça fait partie de vos très longs débats, mais ça pose certaines questions. Aujourd'hui, le tout est perméable. C'est-à-dire que le visiteur venant de la ville, en train de chercher, pardon, excusez-moi, arrive par le sud, il traverse la cour des offices librement, il peut traverser la cour du jeu de paume et le logis royal librement et traverser les grilles que nous avons restaurées, puisque nous n'avions pas encore la gestion du parc au moment où nous avons achevé le projet avec l'équipe d'Olivier Wetz, et peut aller dans le parc. Si le parking avait été ici, une hypothèse sur laquelle Olivier Wetz a travaillé et nous de la même manière, nous avons envisagé des circulations qui pouvaient permettre de rentrer dans le domaine et la Cité internationale de la langue française par le nord, de la même manière on peut y pénétrer par le sud. Donc il y a là une homogénéité que nous avons également prise en compte par la signalétique, puisque nous avons une signalétique à la fois intérieure et extérieure, et que cette signalétique directionnelle prend en compte l'ouverture le soir du périmètre de la Cité internationale de la langue française pour les spectacles, mais également aussi une vie quotidienne. Nous allons accueillir le Festival des Mets et des mots dans quelques jours, voilà, présidé par Pierre Hermé. Nous allons accueillir la foire exposition avec les artisans et les entreprises locales dans la cour des offices. C'est un lieu de vie que nous avons créé, et ce lieu de vie fonctionne de manière tout à fait libre. D'ailleurs, il a été voulu que un visiteur rentrant dans la cour du jeu de paume puisse également gravir les marches de l'escalier du roi et atteindre le petit centre d'interprétation du premier étage sans bourse déliée, le contrôle de billets ne se faisant qu'à l'entrée de l'aventure du Français. Donc il y a aussi cette volonté de rendre à la République un monument inconnu du grand public, quand bien même il appartient aux grandes étapes de la première Renaissance française. Simplement pour... parce que On va faire comme ça. Ah, c'est pas mal, oui. Oui, bien meilleur. Simplement pour répondre à votre question, en effet, comme il y avait un petit doute sur le mur d'enfermement, donc là, vous l'avez ici, c'est-à-dire que vous avez un portail, là, vous avez les ailes, en fait, des communs qui ferment bien évidemment le bâtiment. C'est fermé également le long de la place Aristide-Briand. Le mur d'enceinte continue ici, suit tout ce cheminement et se retourne ici avec une ouverture ici. C'est-à-dire qu'en effet, les contrôles, pour l'instant, sont très simples. C'est-à-dire que vous avez un petit élément ici, vous avez une sorte de guérite nord qui permet en effet de faire la traversée nord-sud. Vous avez un portail ici, l'entrée principale des visiteurs qui est ici, une entrée de service ici, et on a fait le tour. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand les bâtiments du 19e, fin 19e ont été construits, on a également reterrassé en partie le terrain. C'est-à-dire que entre cette partie qui est à l'intérieur de l'enceinte et la partie à l'extérieur qui est le Grand Bosquet, il y a une différence de niveau. Il y a une dénivellation qui s'accentue à mesure que vous allez vers le sud. C'est-à-dire ici, vous êtes presque à niveau. Ici, vous avez à peu près 1,60 m. Voilà. Donc, pour l'instant, en effet, c'est un espace, c'est un domaine bien fermé et avec peu d'accès en réalité. Ça, d'ailleurs, était un enjeu en matière de sécurité incendie, vous imaginez, surtout pour un chantier qui a été porté après l'incendie de Notre-Dame
et aussi un enjeu de sécurité-sûreté, puisque ce qui dit Guérite Nord, par exemple, dit contrôle Vigipirate, nous n'y échappons pas. Et enfin, tout cela dans une volonté de fonctionnement d'un lieu qui n'est pas un musée, hein, j'insiste. Nous avons des collections, nous avons un PC sécurité H24, nous sommes ouverts 362 jours par an, sans fermeture méridienne et sans saisonnalité d'ouverture. Donc tout cela supposait aussi une organisation assez précise. Bonjour, Jean-Luc Guilgaud. J'y suis allé effectivement en 2024 en moto, donc sur la route principale, j'ai réussi à stationner. Ma question est la suivante. Pouvez-vous dire aujourd'hui que le Musée national de la langue française a rencontré son public? Alors déjà, je vous dirais que, comme je viens de l'indiquer, nous ne sommes pas un musée, nous sommes un lieu de vie. Je pense qu'il a rencontré son public. Vous pourrez au moins témoigner de ce que vous y avez visité, de son interactivité et de sa vitalité. Je prenais un exemple tout à l'heure. Au Centre des Monuments Nationaux, l'ensemble de nos monuments sont des monuments que l'on peut visiter et chaque sortie d'un monument est considérée comme définitive. Vous visitez l'abbaye du Mont-Saint-Michel, vous en sortez, votre billet a été grillé, comme le veut notre pratique, et vous ne pouvez plus rentrer. À la Cité internationale de la langue française et pour le parcours dédié à l'aventure du français, nous avons dû nous adapter parce que nous avions, de la part de nos publics, y compris les plus jeunes, et ce n'étaient pas les moindres des prescripteurs, des visiteurs qui nous disaient « mais on n'a pas eu le temps de tout faire, on va déjeuner et est-ce qu'on peut revenir ?» Nous avons donc instauré un billet journée qui permet, moyennant 12 €, de visiter la cité jusqu'à plus soif, en ayant le soin d'aller faire votre petit tour à la librairie et au café ou dans un restaurant en ville. C'est beaucoup plus simple. Donc je pense que nous avons trouvé nos publics, y compris dans notre programmation artistique et une programmation culturelle qui se veut aussi totalement ouverte sur le monde et qui nous permet, avec les résidents et les chercheurs que nous abritons, d'avoir une actualité quotidienne pleine de surprises pour nos publics. Et progressivement, l'ancrage territorial est en train de se faire, ce qui n'était pas la moindre affaire pour un projet présidentiel voulu par le président de la République en région. C'est le premier du genre et vous imaginez bien qu'on nous attendait au tournant.